Alors bon, alors Noui, ravi de te rencontrer Pareillement. officiellement. On va faire pour la première fois sur cette chaîne, un live un peu plus juridique, un peu encadré, d'accord? J'avoue que enfin, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est droit, etc. En crypto, c'est toujours un peu flou pour tout le monde, je pense, honnêtement. Tout le monde fait ça un peu en compte perso, voilà, tant que t'as pas trop d'argent, etc. Voilà, personne se pose la question. Mais je pense que du coup, il y a vraiment un truc sympa, voilà, à faire sur l'éducation des gens et notamment, bah, comment est-ce que je structure mon activité? Si l'activité grossit, à partir de, je sais pas, tu vois, quel threshold on devrait structurer? Et donc vas-y, Noui, bah, présente-toi un petit peu, c'est quoi ton parcours? Quel âge tu d'où tu viens et cetera? Merci Mathis. Alors, je m'appelle Noury Le Chiab, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis avocat depuis maintenant, un peu plus de 3 ans et aujourd'hui j'exerce à mon compte parce que, l'activité s'est bien déroulée. J'ai pu faire des bonnes rencontres au bon moment et tu fais partie de ces rencontres. J'exerce, moi, en droit des sociétés, restructuration et private equity et D'accord. également en accompagnement des entreprises en difficulté et effectivement, de plus en plus, on va avoir des personnes qui vont venir nous solliciter, pour des problématiques liées aux crypto-monnaies, que ce soit des problématiques fiscales pour des personnes qui ont fait des grosses plus-values, sur les dernières années, qui doivent déclarer, des portefeuilles numériques, ou alors d'autres personnes qui, face aux contraintes, européennes, concernant les crypto-monnaies, font le choix de s'expatrier. Moi, en France, je travaille énormément avec des avocats fiscalistes avec qui je suis très proche, qui nous permet vraiment de donner des solutions clés en main. Et également, je travaille en collaboration avec un cabinet d'avocats à Dubaï, constate cette recrudescence de départ, notamment liée à cette, je veux pas dire répression, mais cet encadrement très strict des crypto-monnaies. Mais on va en reparler, voilà. Je pense que tu as déjà deviné mon avis sur la question. OK, maintenant, bah, ouais, bah, clairement, bah, alors moi, si donc on se connaît pas trop non plus. Alors moi, bah, ça fait 7 ans que je fais du trading, d'accord? Ça fait depuis 2017, je suis rentré en crypto et en gros, bah, il y a 4 ans, j'ai eu ce dilemme de: «Est-ce que je dois m'expatrier ou pas?» Voilà. Parce que j'avais en effet fait quelques plus-values, assez sympathiques, tu vois? Moi, je faisais principalement du trading, OK? Donc du scalping, low time frame, donc ça veut dire que je faisais, on appelle ça, plus généralement intraday. C'est-à-dire que j'allais tenir une position, en gros, dans la journée max. J'allais vraiment être concentré que sur le Bitcoin en long et en short, tu vois, quand je parais à la hausse ou je parais à la baisse. Donc, j'étais sûrement requalifié en tant que professionnel parce que j'utilisais, mais ça, c'était un flou un peu gris pour moi à l'époque. Parce que, en gros, à la base, moi, je suis étudiant quand même. Mais en même temps, par contre, sur le côté, j'arrivais à générer pas mal d'argent en trading de crypto-monnaie. Et là, je me disais, bon, ok, tu as généré genre 6 chiffres, ok, en trading pur. Donc vraiment, j'ai fait beaucoup d'or. Je faisais, je sais pas, 5 trades par jour, donc une dizaine d'ordres par jour quand j'étais bien actif. Et donc, moi, j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais être reconverti en professionnel et me faire défoncer? Ou alors est-ce que je vais payer une flat tax? C'était mon dilemme pendant très longtemps en crypto-monnaie. Ça m'embêtait énormément. C'était que, bah, je sais pas si aujourd'hui c'est beaucoup plus, on va dire, encadré. Est-ce que le fait de se reconvertir, de se faire reconvertir par la suite en tant que professionnel, c'est beaucoup plus encadré qu'avant? Parce qu'avant, j'ai l'impression que c'était vraiment une zone grise. Mais après, je sais pas si c'est parce que j'avais pas d'expérience, si c'est parce que ça s'est amélioré aujourd'hui. Ça, c'est une question. Voilà. Quand est-ce que tu vas être reconverti en professionnel? Alors, les critères aujourd'hui pour être reconverti en professionnel, on va dire, on va parler de ligne directrice, c'est-à-dire que, en principe, c'est l'administration fiscale qui va faire cette requalification en professionnel ou en particulier. Donc là, vraiment, moi, je suis avocat en France, en droit français. Je me OK. concentre vraiment sur la législation française. Je vais pas me risquer à donner des Bien procès sûr, bien d'autres sûr. pays. C'est vraiment, on reste centré sur la France. On va être considéré comme particulier la personne qui va réaliser des transactions de manière occasionnelle, sans avoir pour but premier de la spéculation. Comme tu l'as dit, des trades intraday, là, on va avoir une volonté spéculative. Évidemment, l'objectif, c'est de gagner de l'argent, mais Mmh. acheter un Bitcoin aujourd'hui en espérant que dans 1 ou 2 ans, c'est fait une plus-value, Mmh mh. on n'est pas sur de la spéculation qu'on va qualifier d'agressive. En réalité, c'est plus, on va rechercher si la personne est un professionnel et si elle n'est pas un professionnel, on va considérer que c'est un particulier. Le professionnel, c'est celui qui va réaliser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de transactions par mois, qui va réaliser des transactions courtes dans le temps, donc avec des entrées, des sorties très rapprochées, qui va et également on prend en compte l'importance des revenus. Si quelqu'un fait 100 trades dans le mois, mais que sur chaque trade il prend 15 centimes, on va pas aller le Oui. qualifier de professionnel. En revanche, si quelqu'un va faire 2 ou 3 trades,
très astucieux et qui va faire une énorme plus-value, même s'il n'y a pas énormément, on va considérer que c'est un professionnel parce qu'il y a une expertise. Vraiment, il peut toujours y avoir ce coup de chance. OK. Ça peut arriver à tout le monde, même si de moins en moins avec une certaine régulation du marché de manière naturelle. Et derrière, ça va être les objectifs de l'investisseur. Et on peut également prendre en compte les outils qui sont à sa disposition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'administration fiscale, elle peut avoir plusieurs manière d'aborder les choses. Elle peut faire, entre guillemets, des demandes d'informations. Dans les cas les plus extrêmes, elle peut utiliser l'article L16B du Code des procédures fiscales, c'est-à-dire, grosso modo, réaliser des perquisitions fiscales. Dans ce cas-là, OK. un fonctionnaire de l'administration fiscale se présente avec 2 ou 3 gendarmes, enfin 3 OK. policiers, et ils vont Ouais. saisir le matériel informatique. Là, ils vont pouvoir analyser telle et telle chose. Là, on va vraiment être sur on va dire des gros poissons, mais Mmh. c'est des choses qui existent et des moyens qu'ils ont à leur disposition. Sur ces faisceaux d'indices-là, on n'a pas des critères qui sont spécifiquement avec des seuils bien établis. Ça va être vraiment une appréciation au cas par cas pour déterminer si la personne elle va être considérée comme professionnelle ou pas. Mais effectivement, voilà, si on a des transactions qui sont régulières, des revenus qui commencent à être importants, même s'il y a des pertes qui viennent compenser, si on voit qu'il y a une maîtrise du sujet, il y aura une qualification qui va être plus simple en professionnel. En fait, encore une fois, je me rends compte que c'est flou. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a toujours pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? La personne qui va être dans le cas, dans mon cas, il va encore se poser la question. Bon, moi, en vrai de vrai, je sais qu'au fond, j'aurais été probablement reconverti en tant que Ouais. professionnel. Voilà. Même si tu es étudiant à côté, parce qu'en fait, ça représentait 100 de mes revenus. Mais et je pense qu'il y a des cas, il y a des gens, ils gagnent peut-être, allez, vas-y, on prend un exemple concret. Il fait genre 5 000 $ de trading par mois et il a un taf full-time à côté où il fait du 7 000 balles. OK? Mais par contre, quand il trade, il va, trader quand même, pas mal enfin, il va faire beaucoup de trades par jour. Il va utiliser des logiciels tels que qu'on utilise souvent comme TradingView, par exemple. Un outil professionnel, je sais pas trop, tu vois? Je sais pas ce qu'en pense la parce que je sais qu'en fonction des outils que tu utilises aussi, ça joue dans ta reconversion potentielle. Ouais. Voilà. Après donc qu'est-ce qu'ils entendent par outil professionnel? Et donc voilà, Jean-Marie 5 000 balles de trading par mois, 6 000 balles avec son travail. Est-ce qu'il est reconverti professionnel? Tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on peut voir ça? En fait, en présentant ces situations, nous, en tant qu'avocats, ce qu'on peut faire, c'est estimer le risque. OK, voilà, c'est ça. Effectivement, dans cette situation, à 5 000 € par mois, on va considérer qu'il y a un réel risque qui soit Mmh, considéré en professionnel, surtout qu'il y a une récurrence des opérations. On n'est pas 1 ou 2 opérations par mois ou du DCA, enfin de mmh, l'investissement progressif. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui va rechercher, le gain, qui va rechercher le bénéfice. En tout état de cause, il y a une possibilité qui est offerte par le droit français, c'est ce qu'on appelle un rescrit fiscal. C'est-à-dire qu'on va présenter une situation particulière à l'administration fiscale et OK, l'administration fiscale va donner une réponse. Donc là, on OK. présentera la situation de Jean-Marie et l'administration fiscale, donc on la présente sous la forme d'un rescrit Mmh. et l'administration fiscale va répondre à cette demande spécifique OK, en disant: «Est-ce que c'est un particulier, un professionnel?» Si dans les mêmes conditions, Jean-Marie a un contrôle et on lui dit: «Vous étiez un professionnel, vous ne l'avez pas déclaré», le rescrit fiscal a une valeur juridique. Ça veut dire qu'on peut l'opposer à l'administration fiscale en disant: «On a pris nos précautions, on vous a présenté la situation, vous avez dit que c'était un particulier. Donc on ne peut OK. pas lui reprocher». Et ça, c'est de manière générale avec l'administration fiscale. Lorsque vous avez un doute sur une situation fiscale, on peut présenter une demande sous la forme d'un rescrit à l'administration et ça a une valeur juridique. OK. Ah, ça c'est une excellente info, tu vois? Par exemple, ça alors j'ai déjà entendu parler de rescrit fiscal, bien évidemment, mais je suis pas sûr que, tout le monde sur le stream, tu vois, connaisse ce genre de Non, procédé. c'est une notion qui est technique et le rescrit en lui-même doit prendre une forme particulière. C'est pour ça qu'il est conseillé d'être accompagné d'un avocat fiscaliste. Moi-même, je ne fais pas de rescrit et c'est pour ça que je travaille avec des fiscalistes. Donc c'est plutôt un fiscaliste qui va faire un rescrit Ouais, plutôt qu'un avocat. OK. c'est ça. Et OK, oui, mais du coup, voilà, parce que tu peux avoir avocat, fiscaliste et avocat Alors après, fiscaliste. chacun va avoir son domaine, d'expertise. Moi, je travaille sur les sociétés, sur le plan vraiment de la structuration, de l'acquisition, des fusions et cetera. Et OK. sur les aspects purement fiscaux, là, on fait appel à des renforts, comme sur les aspects, relatifs aux salariés, on va avoir des avocats qui vont être spécialisés dans ces domaines. C'est vraiment on travaille de manière complémentaire. Et donc on a une question de Miretac. Si on a un statut, de par notre diplôme, par exemple médecin, peut-être également, est-ce qu'on peut être considéré comme trader à côté ou aucun risque? Non, on peut le cumul de ces activités est tout à fait possible, il y a pas d'exclusion, sinon ce serait trop simple. Quelqu'un va passer un diplôme de profession réglementée et
et pourrait faire des millions sans être assujetti à ce statut de professionnel. Non, non, il y a pas de alors il y a pas d'incompatibilité sur le cumul d'un point de vue fiscal. En revanche, il pourrait y avoir une incompatibilité. Là, je prends l'exemple du médecin. Les professions libérales réglementées sont incompatibles avec des professions commerciales. Le professionnel du trading est un commerçant. Là, il pourrait y avoir un souci avec l'ordre des médecins. Mais d'un point de vue fiscal, non, il n'y a pas d'incompatibilité. Au contraire, même déjà que les médecins, tout comme les autres professions libérales, sont bien imposés, ça pourrait créer un sujet. OK, très bien. Donc du coup, je voulais aussi parler d'un un point qui va toucher, probablement pas mal de gens ici. C'est que, bah, tout le monde trade en nom propre souvent Ouais. et d'après toi, à partir de quand tu devrais structurer cette activité? À partir peut-être d'un montant ou peut-être, d'un certain temps, d'activité? Quand est-ce qu'un trader, voilà, devrait, commencer à se structurer avec une entreprise et cetera? La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment enfin, à partir du moment où vous êtes qualifié de professionnel, il va falloir faire des déclarations de revenus. En termes de comptabilité aujourd'hui en France, ça coûte assez cher de faire déclarer ses plus-values parce qu'il faut enfin, faut voir opération par opération et les experts comptables s'arrachent les cheveux dessus. Il y a déjà beaucoup de coûts à prévoir, que ce soit, enfin, surtout sur la comptabilité, sur la création de la structure. Derrière, à partir de quel moment il est envisageable de passer ou en tout cas il est souhaitable de passer, sous la forme d'une structure. Encore une fois, c'est compliqué à dire parce que Mmh. il faut avoir un revenu qui est régulier. Les charges, elles sont régulières. Tous les mois, il Mmh. faut payer son comptable, il faut payer, si on a des salariés ou alors si on a des outils, on paye les abonnements, il faut payer ces charges tous les mois. Donc il Mmh. faut être, certain de pouvoir réaliser un bénéfice tous les mois ou en tout cas, un bénéfice annuel qui va permettre, sur les périodes un peu plus creuses, d'amortir toutes les charges. Donc OK. il faut avant tout vous estimer suffisamment compétent et ça, il faut tu le sais mieux que moi, Mathis, il faut avoir le recul nécessaire pour voir ses propres lacunes et se dire: «Bon, Effectivement. est-ce que je suis prêt ou pas pour me lancer dedans et obtenir un gain, régulier?» Ensuite, selon la forme de la structure, est-ce qu'on reste en entreprise individuelle, ou voire même en auto-entrepreneur, c'est possible, ou est-ce qu'on passe sur une société? Ça, il va falloir faire des simulations par rapport au montant du bénéfice qui est recherché. Jusqu'à un montant de 77 000 €, on a un régime fiscal qui peut être allégé en entreprise individuelle, en auto-entrepreneur. Donc on peut estimer qu'entre 70 et 80 000 € de bénéfices en crypto, ce qui est déjà assez conséquent, on peut rester sur une forme sociale qui est simple, auto-entreprise, entreprise individuelle. Si on atteint des montants de bénéfices qui arrivent à 100 000 – 200 000 €, il vaut mieux passer sous la forme d'une une société qui va être moins imposée que la personne physique. Et ensuite, on va mettre en place des systèmes de rémunération qui vont permettre à la personne de pouvoir vivre de ses tradings en limitant au maximum son imposition. Donc encore une fois, ça va être des situations qui vont être prises au cas par cas selon le chiffre qui est réalisé, mais également selon les objectifs. Quel va être l'objectif de cet argent? Est-ce qu'on veut le réinvestir dans d'autres activités, dans de l'immobilier, ou est-ce qu'on veut juste tout utiliser? Donc selon les objectifs, on va privilégier un montage ou un autre. Un OK. exemple tout simple, et ça c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous faites des montants conséquents en trading, mais également dans toute autre forme de société, vous arrivez à 100 000 – 200 000 € de bénéfices par an, ne vous les distribuez pas. L'État va prendre au moins 30 de plat de taxe dessus. Sur 100 000 €, ça fait 30 000 € qui partent, il vous reste 70 000 €. Il vaut mieux constituer une holding, faire remonter le dividende, le réinjecter dans une autre société. Il n'y a quasiment pas d'imposition là-dessus. Donc sur 100 000 € vous allez économiser 30 000 € d'impôts. OK. Plutôt que de le sortir et ensuite le réinvestir dans une autre société, on a perdu 30 sur le chemin. Donc OK. tout va dépendre, en fait, on prend chaque profil au cas par cas, on voit quels sont, les revenus, quels sont les objectifs. On peut également voir l'âge de la personne. Si on est face à une personne qui est plus âgée, 40, 50 voire 60 ans, est-ce que l'objectif c'est pas la transmission aux enfants? Si on est sur quelqu'un de plus jeune, il faut préparer l'avenir, préparer sa retraite, préparer le moment où ce sera plus compliqué, notamment au niveau du trading. Donc OK. une réponse universelle n'existe pas. Bien sûr, ouais. De toute façon, dans tous les cas, j'ai bien compris. En vrai, le droit, c'est plutôt de la jurisprudence. Tu vas dire, OK, c'est du risk reward. Tu vas dire, bon, bah, il y a ça. Et si par exemple, moi, j'ai fait 100K en crypto sur des coins, OK, je l'ai pas fait en un seul coup. Je l'ai fait, on va dire, en tant que, on pourrait me requalifier de professionnel parce que j'ai fait quand même pas mal de transactions. Par contre,
je me sens pas faire du trading long terme, je vais pas en refaire, beaucoup, tu vois? Je vais juste faire de l'occasionnel après. À ce moment-là, est-ce que je peux cash out tout en perso, sans jamais faire de boîte? Bah, cash out en perso, il y a ce risque que, l'administration fiscale le requalifie. OK. Et donc Donc en professionnel. la principale conséquence en cas de requalification, c'est l'imposition qui peut prendre des proportions vraiment élevées. Mais pardon, est-ce que du coup, est-ce que tu pourrais être techniquement requalifié p enfin, est-ce que du coup, tu pourrais être professionnel sans avoir de boîte, en fait, sur l'activité? Ah oui, oui, complètement, complètement. OK, C'est ce qu'on appelle une société de fait. Donc l'administration va considérer, qu'il y a une activité commerciale. Pas OK, besoin d'avoir une société pour réaliser des bénéfices commerciaux. OK. Donc Donc heu, la le risque, c'est que si tu fais ça, que tu voilà, que tu es un peu pro, on va dire, pendant 1 an et demi, voilà, tu as 100 000, tu cash out, OK, mais par contre, si tu dis que tu déclares les 30 en flat tax, en mode, je suis un particulier et cetera, il y a un risque, donc la limitation ouais, fiscale, donc il y a un risque que l'administration fiscale retoque et dise, «On va vérifier, la nature des opérations pour voir si elles peuvent être requalifiées de professionnelles». OK. Et si dans le cas là, dans le cas où elles sont requalifiées de professionnelles, dans tu paieras donc les impôts de professionnels et en plus une majoration, j'imagine, pour, la mauvaise déclaration? C'est un risque si l'administration fiscale considère qu'il y a eu de la mauvaise foi. OK, d'accord. En termes de Et majoration, très rapidement, on a différents seuils qui sont à 10, 20, 40, 80 et voire 100 OK. dans les cas les plus extrêmes. À partir de 80 de 40 Mmh. c'est lorsque le contribuable est de mauvaise foi, donc l'administration fiscale va considérer qu'il avait connaissance, du statut qui lui était, imposé et que volontairement il l'a caché à l'administration. 10 et OK. 20 c'est des pénalités de retard. Enfin, quand dans le cas où on est des petits retail qui ne savent pas, après bon, ça va être au pouvoir de l'administration de dire: «Bah». Ouais, ça se défend. C'est des choses qui se défendent, même OK. si effectivement, sortir 100 000 €, ça commence à être une somme conséquente. Je sais que d'un point de vue crypto, un gain de 100 000 €, ça peut paraître, mid ou voire même pour Mmh. certains petit. En tant que gain pour le français moyen, Oui, c'est avec énorme. 100 000 € de bénéfices, vous êtes dans le pourcent des Français, avec les plus hauts revenus. Ouais, c'est abusé, ouais. En vrai, quand tu remets en perspective, c'est beaucoup, ouais. C'est ça, donc Mmh, ouais. c'est aussi de ce point de vue-là qu'a l'administration fiscale. 100 000 €, c'est pas une petite plus-value, c'est une très grosse plus-value. OK, ouais, tout à fait. OK, et donc, ouais, et donc est-ce que tu as des cas concrets que tu connais de gens qui se sont fait qui se sont fait reconvertir justement ou pas? Oui, oui, alors, évidemment, je vais pas donner, Un je vais peu pas pour donner voir, d'identité. Malheureusement, ce sont des cas très courants, OK. et qui arrivent de plus en plus, même sans cash out. OK. Même sans cash out parce que maintenant, il y a toutes les procédures de KYC avec les communications, obligatoires, que ce soit des plateformes. Les plateformes ne transmettent pas spontanément, sauf, cas très particuliers, mais c'est surtout des informations, des banques. Quand, 1 fois par semaine, vous avez un virement sortant vers Binance, parce que la banque vous demande chaque année votre avis d'imposition, il y a des virements qui partent vers Binance, mais il y a rien qui est déclaré sur l'avis d'imposition en tant que bénéfice. Il peut y avoir une alerte qui est donnée à l'administration fiscale qui va commencer à mettre son nez dedans et rechercher. Mmh. Donc, quand bien même il n'y a pas d'argent qui est sorti, enfin, qu'il n'y a pas d'argent qui a été cash out, rien que le fait d'avoir cash in peut créer un premier risque. OK, d'accord. Donc OK, le fait de cash in, OK, ça met la puce à l'oreille, quoi. OK. C'est ça. OK, et si tu devais dire un montant de voilà, qui commence à être suspect, Alors, ah, les montants qui commencent à être suspects, en fait, et ça va être ma réponse en réalité à toutes tes questions, c'est qu'on va prendre en considération la personne de l'investisseur. OK. Si tu as une personne qui est au RSA, enfin, qui sort régulièrement des 500 000 € Mmh. de Binance, ça va être suspect. Mmh. Si on a quelqu'un qui a 3 millions sur ses comptes et qui se retire 500 € par mois de Binance, personne n'y fait attention. Donc OK, c'est ça, vraiment à chaque ils le fois, c'est au voient cas avec par ça, ils le voient vraiment, OK. ouais. Et OK, très bien. Non, mais ça, de toute façon, ça make sense, ça make sense. On parlait de rescrit fiscal, mais est-ce que ça ne revient pas à subir un contrôle fiscal? Qui voudrait s'infliger ça? Alors non, parce que l'administration fiscale va être moins sujet à enquêter sur vous si vous ne montrez pas de blanche. Vous présentez une situation, si vous présentez la situation, c'est que vous voulez payer l'impôt qui est dû. OK, donc ils partent pas du principe que tu caches quelque chose et qu'ils vont Non, checker au derrière. contraire. On vient montrer, encore une fois, on vient montrer patte blanche à l'administration fiscale, on a une situation donnée, donnez-nous votre avis là-dessus, pour que justement à l'avenir, on puisse avancer avec sérénité. Comment les Français,
fonds pour traiter des cryptos avec levier légalement en France. Est-ce légal d'utiliser une identité numérique d'un pays étranger? Alors ça, c'est une bonne question ça. Est-ce que tu peux y répondre à celle-ci? Alors, il me semble que les effets de levier aujourd'hui en France, il faut justifier d'un statut professionnel pour pouvoir avoir accès aux effets de levier, d'où d'ailleurs l'obligation maintenant de KYC sur toutes les plateformes qui sont agréées par l'Union européenne. Donc la plateforme a cette responsabilité de vérifier l'identité, de vérifier la qualification professionnelle de l'investisseur pour lui OK. donner accès à ces outils. Est-ce légal d'utiliser une identité numérique d'un pays étranger? Je pense que la la réponse est dans la question, évidemment que non. C'est pas moi, en ma qualité d'avocat, qui vais vous conseiller d'usurper, d'usurper une identité. Voilà, en gros, parce qu'en fait, il y a cette question parce que Bybit, par exemple, ont banni les Français sur la plateforme parce que, bah, en gros, pour moi, il me semble que pour trader légalement des produits dérivés, enfin, pour que la plateforme propose légalement des produits dérivés, donc il y a déjà ce que tu as dit et il y a aussi le fait qu'il faut qu'ils acquièrent une licence qui est la licence MiFID II, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça et en gros, cette licence permet de proposer des produits dérivés, en Europe. Voilà, je suis pas à 100 000 sûr de ce que j'annonce, donc allez checker avec ChatGPT rapidement si vous voulez dans le chat. Suite, enfin à la fermeture de Bybit en France pour les clients français, il y a une strat qui consistait en fait de récupérer une carte d'identité d'un autre pays, qui a beaucoup de gros traders qui ont fait ça. En fait, le truc c'est que bah c'est pas vu pas pris, c'est-à-dire que l'exchange lui il va faire genre oh, je vois pas parce qu'en vrai de vrai les exchanges savent très bien que ça fraude ce genre de cas, mais eux ça leur rapporte beaucoup de Ouais, enfin ça leur permet quand même de récupérer, parce que eux, ils perdent beaucoup d'argent avec ces mesures. bien Donc, sûr. les exchanges aussi, ils sont comme nous, ils sont comme ça, quoi. Ils font genre qu'ils voient pas, ils voient un peu, mais ils sont non, c'est bon, je vois pas. Comme quand toi, tu cash out 100 000 balles et tu fais genre, ah, bah, je savais pas trop. Voilà. En gros, c'est un peu pareil, mais c'est la version exchange. Et en fait, pour moi, c'est plutôt à l'exchange de checker ça, non? Je sais pas. Ouais, ouais, l'exchange doit avoir cette responsabilité. En revanche, on peut pas exonérer de responsabilité celui qui fournit une fausse pièce d'identité. Bien sûr. En fait, Donc là, la on est pièce sur une, pardon? techniquement, la pièce d'identité n'est pas fausse, tu vois? C'est une vraie qui est donnée par un autre pays, mais c'est l'exchange qui devrait dire: «Bah, celle-là, c'est pas vraiment une vraie nationalité», tu vois? Bah, C'est ça le truc. Mais elle est réelle la carte, tu vois ce que je veux dire? C'est oui, vraiment la carte est réelle, mais elle ne justifie pas d'une identité qui, elle, est réelle. ouais, Parce que on sait très bien que la personne n'a pas acquis la nationalité, de ce pays étranger. Donc déjà, on est sur une qualification pénale d'usurpation d'identité. OK. On a une infraction fiscale, parce que là, on rentre complètement dans la qualification d'évasion fiscale, avec des majorations qui peuvent aller jusqu'à 80. Honnêtement, comme tu l'as dit, pas vu, pas pris, mais si on se fait prendre, On se attendez-vous à devoir rembourser jusqu'à la fin de votre vie. OK. Ah OK, là c'est sévère de Ouais, non, c'est vraiment, moi, ce que je dis tout le temps, hein, c'est, l'administration fiscale française est le service public le plus efficace du monde. ah bah, ça c'est sûr. Et ce que mon prof de droit fiscal disait: «Il y a 2 choses à laquelle on n'échappe pas dans ce monde, c'est la mort et les impôts». Shit. OK. OK, bon, vous avez entendu, le big boss ici, à ne pas utiliser de carte du paléo, voilà, c'est interdit. Du coup, maintenant, deuxième question, et si avec mon trading, je remets en spot une fois par an, je sors, par exemple 30 K, est-ce que je vais être imposé en professionnel? Bah, là, encore une fois, ce qu'on disait au début, c'est que ça dépend de tes autres revenus, ça dépend, de voilà, si tu remets une fois par an, bah, pas vraiment en soi. Là, On c'est pourrait vraiment considérer que c'est une opération qui est ponctuelle, c'est, de la gestion de patrimoine, personnel, un peu comme ces personnes qui ont de l'immobilier et qui vendent, un bien par an pour en racheter un autre, pour faire une plus-value. OK. Maintenant, comme tu l'as dit, Mathis, on peut prendre en considération les autres revenus. Est-ce qu'il ne vit que de ça? Comment est-ce qu'il va, déterminer, quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il y a une étude? Ce qu'il faut aussi savoir avec l'administration fiscale, c'est une présomption de culpabilité. Quand l'administration fiscale vous accuse, vous êtes présumé coupable, jusqu'à ce que vous prouviez à l'administration qu'elle a tort. OK. Donc l'administration, si elle vous requalifie de professionnel, c'est à vous de démontrer que vous n'êtes pas un professionnel et c'est pas à l'administration de démontrer que vous l'êtes. Techniquement, quand même, 30K, 3 000 € par mois. Ça veut dire qu'en fait, chaque année, tu vas déclarer à l'administration fiscale un gain sur des actifs numériques, tout en leur disant: «Je suis pas un professionnel sur les actifs numériques». Mmh, ouais. En auto-entrepreneur, c'est vente de marchandises ou prestation de services? C'est de la Donc prestation plutôt de service. prestation de service, OK, voilà. OK, donc attends, ça fait quoi? Donc la banque, elle a un truc automatique qui dit: «OK, il y a eu virement vers Binance», par exemple? Bah, si c'est récurrent, Ouais, théoriquement, il est censé être de sa responsabilité d'interroger si elle n'a pas cette information, s'il l'a pas déjà déclaré, lui demander: «Est-ce que vous avez déclaré votre compte, votre portefeuille numérique comme un compte bancaire à ouais. l'étranger?» Et donc ça, c'est la banque qui demande au client? Ouais.
OK. Ouais, donc moi, par exemple, mon banquier, tous les ans, va me demander mon avis d'imposition. Il m'a déjà demandé en rendez-vous, voilà, j'ai vu des virements, qui partaient, vers Binance, est-ce que vous avez bien déclaré votre portefeuille numérique? Et derrière, il peut justement faire, cette alerte à l'administration fiscale ou à Tracfin s'il a des doutes sur l'origine des fonds. OK, clair. Et Tracfin, donc, c'est l'organe qui check, bah, toute la fraude bancaire, et cetera, Exactement. OK. Et blanchiment et tout aussi, ou c'est juste, fiscal, c'est tout Non, quoi? non, c'est principalement blanchiment de fonds et financement de terrorisme ou d'activités criminelles. OK, d'accord. Et c'est là où que l'administration voit que tu envoies régulièrement de l'argent sur Binance, par exemple. Alors, la 1re chose à savoir, c'est qu'un portefeuille numérique va être considéré comme un compte bancaire à l'étranger et donc il y a une obligation de déclarer ses comptes. Et en cas de non-déclaration d'un compte bancaire à l'étranger, c'est une amende, fiscale qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Donc ça, c'est la première chose. Dans la réalité, on se rend compte que c'est très compliqué parce que portefeuille numérique, ça va être son compte sur Binance, mais ça peut également être tous les comptes sur MetaMask, sur Phantom, donc ça peut vraiment prendre des proportions, très importantes. Mais dans la théorie, vous êtes censé le faire et c'est 1 500 € d'amende par compte non déclaré. Donc ça, c'est de l'argent qui est presque, facile pour l'administration fiscale parce que très peu de monde en réalité déclare ses comptes parce qu'ils se disent: «Tant que je l'ai pas déclaré, ils peuvent pas le savoir». Alors que Vous pouvez Binance, leur c'est dire: «Bah, blanchir, j'ai non? envoyé l'argent sur Revolut». Revolut, Ouais. c'est pas vérifié. Revolut est totalement vérifié. L'administration fiscale a accès peut demander à Revolut, l'accès au compte et Revolut le donne. Ouais, bien sûr, ouais. Ça, en vrai de vrai, tout ce qui est Wise, et cetera, les trucs, les e-transmitteurs, à mon avis, sont encore plus régulés que les banques elles-mêmes presque. Alors, Non? peut-être pas autant, mais en tout Je veux cas, dire en termes de il y avait oui. suffisamment de pression, Ouais, je veux dire en sur termes de ces surveillance. organismes, pour qu'ils coopèrent. Aussi, si, on est trader de futur avec une propre firme en France, de combien est-on taxé? Alors, bah, là, tu vas être taxé en tant que professionnel, j'imagine, si tu fais de la Ouais, petite firme, voilà. totalement, parce qu'on peut pas on peut pas considérer quelqu'un qui prend le risque d'aller sur la profession, qui comprend comment ça fonctionne. Mmh. Moi-même, on a essayé de m'expliquer, j'ai pas tout saisi. Alors une prop firm, qu'est-ce que c'est? C'est, ça va être une sorte de fonds où pour accéder à ces fonds et les trader, par vous-même, vous devez réussir des challenges. En fait, ces challenges sont payants. En gros, vous allez dire: «OK, je veux un compte à 100 000 €». Donc la prop firm va vous prêter 100 000 € pour trader. Mais par contre, vous aurez donc à passer plusieurs challenges. Souvent, il y en a ça dépend des comptes, il y en a des plus ou moins difficiles et cetera. Plus tu demandes, de l'argent, plus le challenge va coûter cher, à passer et va être plus difficile. Et donc en gros, vous allez payer, bah, je sais pas, pour un 100 000, vous allez payer 1 000 € de challenge. Si vous loupez le challenge, du coup, ça va être, pendant, par exemple, un exemple challenge, ça va être genre pendant 30 jours, vous devez faire, 3 de profit journalier, et ne pas perdre plus de, 5 du compte sur la période. Mais là, ce que je vous donne, c'est générique, c'est-à-dire que ça peut vraiment, chaque confirme a ses propres examens en fait, et cetera. Vous le réussissez, vous avez accès au compte, de la propre firme et donc bah, si vous avez pris un challenge à 100 000, vous avez 100 000 et là, vous allez avoir encore une fois des conditions où si par exemple, bah, vous perdez, je sais pas 4 sur le compte, soit 4 000 €, vous les perdez sur une semaine et bah, ils vont fermer votre compte et voilà et vous allez pas avoir de payout. Par contre, si vous réussissez à garder un drawdown, donc une perte maîtrisée, dans les limites, dans les conditions du compte, à ce moment-là, bah, l'argent que vous allez faire en plus, vous allez, en gagner une grosse partie. Donc si vous faites 10 000 €, la propre firme va vous reverser, 8 000 et donc ça vous permet quoi? Ça vous permet en fait d'avoir un cadre défini, c'est-à-dire que vous dites: «OK, j'ai mis 1 000 € et avec ces 1 000 €, si je réussis, je peux trader avec l'équivalent de 100 000 €». Donc en fait, ça déplace on va dire, la difficulté psychologique ailleurs parce que vous dans le pire des cas, vous avez perdu 1 000 €, vous allez pas perdre plus et si, bah, vous êtes bon en trading et que vous savez, vous avez une stratégie qui fonctionne, bah, à ce moment-là, ça vous permet de démultiplier vos capitaux. Après, moi, je pars du principe quand même que si tu es bon en trading, tu as plus intérêt à, faire du levier et à maîtriser ta stratégie du levier parce qu'au final, tu auras pas de limite, bizarre. Souvent, en vrai de vrai, les challenges ainsi que les prop firmes calculent un maximum de statistiques pour gagner de l'argent sur votre dos. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont réussir à voir si, bah, il y a X personnes qui perdent le challenge, bah, ils vont le durcir un petit peu ou l'alléger pour que, bah, il y a plus de personnes qui le payent et en fait, elles se rémunèrent souvent sur les challenges, les prop firmes. Voilà. Donc, c'est un gros business. Je conseillerais pas forcément en vrai. Moi, je partirais du principe que quelqu'un qui est sur une prof firme, qui fait de l'argent sur des profs firmes, Ouais, c'est un professionnel. c'est professionnel Il y a direct, vraiment pareil. aucun doute là-dessus. Ouais. Maintenant, alors je me suis pris des petites notes parce que différents seuils, d'imposition qui vont dépendre de votre statut. Lorsque vous êtes en entreprise individuelle ou en auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y a pas de société, il y a pas de structure qui est créée pour réaliser cette activité, vous êtes imposé directement vous.
Vous avez d'abord une imposition en paiement de cotisation sociale qui est à 17,2%. Et ensuite, vous avez votre impôt sur le bénéfice. On va considérer que le bénéfice, ça va être la différence entre ce que vous avez mis et ce que vous sortez. Ça va être le bénéfice de manière générale. Vous avez 17,2% de cotisation sociale. Et ensuite, vous avez l'imposition sur le revenu. Donc, c'est une imposition selon le montant qui peut aller de 11 à 45% selon les différents paliers. Et à ça, il faut en plus ajouter, quand vous atteignez certains montants, 250 000 euros pour une personne seule et 500 000 euros pour un couple, ce qu'on appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc, si vous gérez mal, c'est pour ça que je disais qu'à partir, on parlait tout à l'heure entre 80 et 100 000 euros, le seuil pour passer en société. Si vous restez à titre individuel, que vous sortez 250, 300 000 euros, vous avez une imposition au maximum qui pourrait monter jusqu'à 66%. Aberrant. Donc, c'est pour ça que c'est des choses qu'il faut anticiper. Parce que quand, et malheureusement c'est le cas, on vient nous voir en nous disant je dois déclarer mes plus-values de l'année dernière, je les ai faites à titre personnel, comment je peux minimiser mon imposition? C'est trop tard. Ouais. Quand vous voyez que ça commence à prendre, c'est là qu'il faut anticiper avant de cash out. Et du coup, j'avais une question pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Un cash out, qu'est-ce qu'on considère un cash out? Est-ce que c'est le fait de en retirer ton argent du compte, ton compte Kraken par exemple, vers ton compte bancaire? Ou est-ce que c'est le moment où tu fais ta transaction de vendre tes bitcoins sur Kraken en euros? C'est la conversion en fiat qui compte. Donc c'est le moment où tu as vendu tes bitcoins sur l'exchange. C'est ça. Et là, ça s'est grandement assoupli parce qu'à l'origine, et c'est là qu'on voyait que nos législateurs n'avaient aucune conscience de ce que représentaient les exchanges. À l'origine, il fallait déclarer les plus-values à chaque opération. Parce qu'en réalité, quand vous êtes sur un exchange, ce qui se passe, c'est que quand vous convertissez du Bitcoin en USDT, c'est qu'on va prendre la valeur actuelle, le Bitcoin est converti en fiat, qui va être reconverti en USDT, et donc il fallait déclarer à chaque opération toutes les plus-values qui sont réalisées, moins les frais qui étaient infligés. C'était intenable. Personne n'y comprenait rien. Très rapidement, ils ont laissé tomber parce que c'était infaisable. En fait, à une opération, tu avais entre 4 et 6 opérations à déclarer à chaque fois que tu faisais une simple conversion. En réalité, bon, ça s'est quand même pas mal assoupli. On prend comme référentiel l'argent, le fiat qui a été introduit, combien de fiat il en sort. Et je parle de fiat et pas d'euros parce que pour les petits malins qui disent j'ai mis en euros, j'ai ressorti en dollars, c'est pas de l'euro, je vais pas être imposé. Non, ça marche pas. Ouais, ok. Mais par contre, si tu mets en USDT, là c'est ok. Non, parce que Ah ouais? l'USDT n'est plus autorisé en Europe. Ouais, bon, d'accord, bon, ok, bon, en USD, c'est ok. USDT. L'USDT, oui, ça reste un actif numérique et Voilà. comme on l'a vu, qui n'est pas stable. Et ouais, ok, mais et du coup, juste pour la petite anecdote, c'est en partie pour ça que les USDT a été créé à l'époque. C'est justement pour éviter à avoir à déclarer son cash out à C'est chaque ça. fois. Surtout que tu voulais te remettre en fait en USD sans devoir te dire bah je cash out. Parce qu'en fait, tu cash out Exactement. pas. C'est peut-être un moyen de transitionner vers un autre investissement et rester. Et c'est pour ça que le USDT a été créé à la base. Les Exactement. stablecoins, ça sert à ça au début. Pas de solution légale pour les Français. Alors, j'imagine qu'il existe des montages un petit peu fiscaux qui vont permettre d'optimiser en fonction de vos Exactement. activités, en fonction de ce genre de choses. Mais techniquement, ce qu'on dit là, ça reste quand même du noir sur blanc pour tout le monde, tant que vous êtes résident fiscal français. Et après, bah, il y a l'optimisation fiscale à faire cas par cas en fonction de vos désirs, en fonction de vos projets de vie, comme tu l'as dit au début. Voilà, si vous voulez avoir une holding, acheter de l'immobilier, cette holding, voilà, faire des trucs, faire d'autres choses, etc., d'autres activités. Donc, solution de Sofiane, expatriez-vous. Et voilà. Et ça, on en reparle dans un autre film. Petite information, pour l'instant, alors c'est toujours dans les clous, mais ce serait Mm. pas avant en tout cas 2026 ou 2027. Sur les crypto-monnaies, il n'y a pas d'exit tax. Exactement. L'exit tax, c'est l'imposition à la sortie. Estimons que vous avez acheté des actions totales à 100 euros, vous les avez achetées l'année dernière, vous voulez vous expatrier, je ne sais où, mais en dehors de la France, vous changez de résidence fiscale, au moment de votre sortie, ces actions, elles valent 150 euros. Donc il y a 50 euros de plus-value qui n'ont pas encore été réalisés, que vous ne les avez pas vendus. Ce qu'on appelle une plus-value latente. Au moment de sortir, on va vous infliger l'exit tax. Vous quittez la France, pas de souci, mais vous payez vos plus-values comme si vous vendiez tous vos actifs au moment du départ. Ce qui fait que même si dans le futur, quand vous vendez, vous faites une moins-value, vous avez quand même payé un impôt sur une plus-value qui n'a jamais été réalisée. Pour l'instant, il n'y a pas ça sur les cryptos. Donc, si vous vous expatriez avec des actifs numériques, il n'y a pas d'imposition au moment du départ pour ce qui n'a pas été vendu. Donc voilà, ça justement, on va en reparler parce que du coup, Noui va bientôt devoir nous quitter. Donc en termes de timing, donc ce que je propose, c'est que
toute la partie expat, consulting, ce genre de choses, on en reparle sur un autre stream parce que je pense que sur la partie expat, il y a beaucoup de choses à faire, sachant que Ouais. moi aussi, les gars, j'ai beaucoup taffé le dos, genre vraiment beaucoup. J'ai aidé pas mal de personnes à s'expatrier aussi sur le CT. Ok, en étant résident fiscal français, est-il possible de contracter un prêt lombard en collatéralisant des cryptos pour échapper à la flat tax? Ça, c'est un autre truc qu'il faudra qu'on discute la prochaine fois. C'est justement cash out ces cryptos en faisant des prêts avec ces cryptos. Et du coup, techniquement, tu cash out pas vraiment ce que tu fais un prêt, tu vois? Alors, surtout sur le crédit lombard, si vous connaissez quelqu'un qui vous fait ce type de crédit en s'appuyant sur des cryptos, je veux bien le nom. Ok. Parce que déjà, même sur l'immobilier, de moins en moins de personnes veulent se mouiller dessus. Moi, je suis obligé d'aller voir des intermédiaires au Luxembourg et on parle sur des montants en collatéral, à minimum 1 000 000 € en billets d'entrée. Si vous connaissez les bonnes personnes, vous pouvez descendre à 750, à 500 000 €. Je pense que si vous faites 1 million, si vous avez 1 million en crypto, votre place, elle est pas en France. Très honnêtement. Honnêtement, je suis d'accord avec vous, les gars. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec toi, Noui. Si vous avez beaucoup de thunes en crypto, venez à Maurice, les gars. Je vous attends. Je pense qu'on va s'arrêter là. Là, il y a 1418 viewers live, si jamais. Donc, ce que je te propose, Noui, si ça te va, on se recale une date et on continue cette exploration crypto et fiscalité ensemble. Je me permettrai de terminer sur une note. Corentin m'a demandé Bien sûr. un conseil. Ouais. M'a demandé de donner un conseil. Ok. Et ce conseil, c'est celui que je donne à tous mes clients qui viennent nous voir en nous disant on ne veut pas payer d'impôts. Ne pas payer d'impôts, en tout cas en France, ça n'existe pas. Les impôts que vous payez, c'est le prix du sommeil. Il vaut mieux payer ses impôts et bien dormir, dormir sur ses deux oreilles, que transpirer toute la nuit et pas payer d'impôts. Parce qu'une perquisition fiscale, ça commence à 6 heures. Ok, ouais, ok. Donc, vous avez entendu. En tous les cas, c'est un peu genre, même en trading, tu es en mode, bon, bah, je close ma position le soir. Est-ce que j'ai l'esprit tranquille ou est-ce que bah, je gride et je la laisse ouverte et au final, bah, le lendemain, je me réveille, je suis à moins 10%. Mais quand on Voilà. arrive à un certain âge, dormir, c'est important. Si on veut rester. Exactement, ouais. Exactement, ouais. Je vous ai mis du coup le Twitter de Noui en description, les gars, sur YouTube, Twitch et bah, sur Twitter, vous le voyez déjà. Et on va reprendre ce stream, donc fiscalité française. Merci Noui pour ton temps. Et puis comme ça, Merci je vous Mathilde souhaite pour une- l'invitation. avec grand plaisir. Ciao les gars. Ciao, ciao.